Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture, aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'aventure technologique sous un angle purement business. Je demanderai à Guillaume Villon de Benveniste, qui est mon premier invité, auteur notamment de The Innovation and Strategy Blog, si l'innovation doit être systématiquement rentable et pourquoi l'optimisation des rendements financiers des investissements dans le numérique l'obsède autant. Ensuite, au cœur de cette émission, 4 spécialistes viendront me rejoindre pour débattre de l'avenir de la France dans l'intelligence artificielle. Quels sont nos atouts, nos handicaps et au final, quelle chance a-t-on de compter parmi les leaders dans ce domaine? Et puis on terminera cette émission avec un petit air de vacances. Direction la Marina connectée avant de plonger dans les mystères de la mangrove qui est source d'inspiration pour les experts du biomimétisme. Mais avant toute chose, bonjour Guillaume Villon de Benveniste, merci d'être avec nous, bienvenue dans Smart Tech. Bonjour. Vous êtes l'auteur, je disais, d'un livre, alors un premier livre, Les secrets des entrepreneurs de la Silicon Valley, et le second qui s'intitule 1200 milliards sur la table, comment les prendre, créer des emplois et faire de la France la Silicon Valley de 2030. Je montre ce deuxième ouvrage. Et vous partagez également vos convictions donc, sur un blog qui s'appelle The Innovation and Strategy Blog. Permettez-moi d'abord de vous interroger sur le fondement de vos certitudes en fait, en matière d'innovation et de business. Ça vous vient d'où? Vous parlez d'où? Ça fait une douzaine d'années que je suis consultant en innovation numérique, notamment pour les grandes entreprises du CAC 40 et du Fortune 500. Donc c'est de là que vient mon expérience. Et alors, vous nous dites qu'il y a un potentiel de richesse mondiale à libérer qui s'évalue à peu près à 1200 milliards. À quoi correspond ce chiffre? Ça correspond à la création de valeur de 7 technologies qui s'appuient sur 69 cas d'usage répartis dans 11 industries différentes. C'est lesquelles, ces 7 technologies? Il y a notamment l'industrie connectée qui fait 468 milliards. Il y a la cybersécurité qui fait 302 milliards. Il y a l'intelligence artificielle qui fait 201 milliards. Il y a également les drones, la réalité augmentée et virtuelle, 80 milliards, la blockchain. Parmi d'autres. Milliards de dollars, on précise. Absolument, milliards de dollars. Et alors pour vous, cette innovation, donc elle est dans un objectif de résultat, de rentabilité, il faut que ça sorte du cash? Oui, si on veut créer de la valeur, si on veut prospérer, il faut absolument que l'investissement soit rentable. Et créer de l'emploi? Et qu'il y ait de l'emploi. Donc 1200 milliards, ça correspond à 20 millions d'emplois au salaire mensuel net de 2200 €. Donc on peut totalement résoudre les problèmes du chômage en France si on prenait ne serait-ce qu'une partie de cette somme en jeu dans les 5 ans. Combien, selon vous, est-ce qu'on pourrait prendre comme part en France? Ça va dépendre de l'efficacité du capital, c'est-à-dire le rendement financier de nos décisions d'investissement. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand on investit dans le capital risque en France, on met de l'ordre de 4,7 milliards en 2019 et on n'en ressort que 3,7 milliards, ce qui veut dire que il y a 1 milliard qui disparaît. Le rendement du capital est de 0,75. Si vous mettez 1 euro, vous ressortez 75 centimes à la fin. Et donc ça, c'est un problème parce que on a des difficultés à tirer davantage de capitaux. Et comme on est dans une période de relance, avec peut-être un plan à 100 milliards que le ministre de l'économie va annoncer le 24 août, si on garde le même multiple, les 100 milliards d'investissements vont donner en création de valeur 75 milliards, ce qui veut dire qu'on se sera appauvri par la relance, ce qui est, je crois, pas l'objectif du process. Et comment vous expliquez ça? Alors pour ce qui concerne... Le problème de rendement des investissements dans le digital. Oui, alors c'est très difficile de réussir dans l'innovation numérique en général. C'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays. Mais une des difficultés, c'est tout simplement que... alors, il y a plusieurs difficultés. L'une, c'est que 80% des startups échouent. Et parmi celles-ci, la moitié échouent parce qu'elles connaissent mal leurs clients et leur marché. Donc, si on pouvait mieux accompagner les entrepreneurs dans leur connaissance du marché, on pourrait diviser par 2 le nombre de startups qui échouent. Et là, ça permettrait déjà d'augmenter le rendement du capital. Et il y a une bulle, en fait, un peu au niveau des startups. Vous pensez qu'on crée beaucoup trop de startups par rapport aux besoins du marché? Il y a un potentiel de création de valeur très élevé, 1200 milliards, même plus élevé que ça, parce que dans mon livre, je ne regarde pas la technologie de l'espace, mais il pourrait y avoir, en tout cas, il y a un surinvestissement si on n'est pas capable ensuite de transformer l'investissement en création de valeur sonnante et trébuchante. Et comment on l'optimise alors? Donc mieux connaître le marché, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres recettes? Oui, il y a une vingtaine de risques qui expliquent pourquoi les startups, une vingtaine de raisons qui expliquent pourquoi les startups échouent. En effet, donc, mal comprendre ses clients, c'en est une.
s'entourer des mauvaises personnes, créer une équipe qui n'a pas les compétences suffisamment complémentaires, c'est une autre raison. Il y a aussi d'autres raisons. Et en fait, pour tout vous dire, dans mon second livre que vous avez cité, j'ai élaboré un test en m'appuyant sur le test de Turing, qui s'appelle le test Benveniste. Et dans ce test, je demande aux fondateurs de se faire passer pour certains de leurs interlocuteurs clés, comme est-ce que le fondateur sait se faire passer pour son client, ou alors est-ce qu'il sait se faire passer pour un investisseur, ou pour un acquéreur industriel. Et ça, on peut le mesurer, donc ça devient quantifiable, c'est une démarche scientifique. Et si on appliquait ce genre de méthode à tous les investissements... Si on a 10 sur 10 eh ben, on pourrait mieux contrôler le risque d'investissement et on pourrait diminuer le nombre de startups qui font faillite. On peut dire peut-être un mot de ce que vous pensez du plan de relance qui a été annoncé par Emmanuel Macron avec un financement qui passerait par des taxes sur les géants du numérique. Quelle est votre réaction ? Oui, alors si c'est question de la taxe GAFA, je pense que là, il y a un problème d'asymétrie dans la concurrence, puisqu'il y a certains acteurs du numérique qui doivent payer la taxe et d'autres qui s'arrangent pour la payer moins, donc ça crée une distorsion concurrentielle. Et on pourrait aujourd'hui revenir dans la course à la concurrence face aux Américains, face aux Chinois? Alors, moi, je crois que c'est possible, mais ça demande un sursaut très important qu'on n'a pas du tout mesuré, selon moi. Puisqu'on parle beaucoup en termes de création de valeur, mais l'innovation, c'est d'abord un enjeu de sécurité nationale. Si on a perdu la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'on n'avait pas mécanisé l'armée. Et là, il faut absolument digitaliser et l'économie, et l'armée, et l'ensemble du système productif. Et ce sursaut, c'est quoi? C'est que de l'investissement? C'est en partie de l'investissement. Je me permets de dire que la Silicon Valley a été créée après ce qu'on appelle le moment Spoutnik, où en 57-58, les soviétiques ont envoyé un objet dans l'espace et Eisenhower, l'administration américaine du président Eisenhower, a décidé d'investir massivement dans les télécommunications, les technologies de propulsion pour rattraper le retard que le concurrent soviétique avait réussi à creuser en l'espace de 12 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc tant qu'on n'a pas compris que l'innovation c'est un enjeu de ce niveau-là, géopolitique, et qu'on pense que c'est faire des pancartes en fuchsia, on n'est pas au niveau des enjeux. Donc il y a pour vous un sursaut au niveau de la stratégie nationale à avoir, et aussi peut-être une formation des dirigeants à l'innovation. Est-ce qu'en France, on sait innover dans les entreprises, selon vous? Alors malheureusement, je crains que notre savoir puisse être perfectible, puisque en effet, pour ce qui est de la formation... on forme dans les grandes écoles, par exemple, à l'excellence opérationnelle et au fait d'améliorer ce qu'on a déjà, ce qui est bien, mais ça fait une économie, je dirais, de rentier, si vous me permettez cette expression. Et en fait, ce qu'il faut, c'est une... En fait, on travaille sur nos acquis. Voilà, c'est ça, exactement. On travaille sur les acquis et il faut au contraire être dans une logique où on veut créer quelque chose, en sachant que les retours sur investissement sont plus long terme. Et si on n'est pas capable de gérer de manière rigoureuse un investissement, même long terme, eh bien ça va être une difficulté. Et donc c'est pour ça que la gestion du risque d'innovation me paraît être majeure. Merci Guillaume Villon de Benveniste, auteur de 1200 milliards sur la table. On enchaîne avec les news de Victoire Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Alors ça y est, Cédrico finalement reconduit comme secrétaire d'État au numérique. Et oui, après plusieurs semaines d'incertitude, Cédrico est finalement secrétaire d'État chargé de la transition numérique, mais pas que. Il voit également le périmètre de ses fonctions s'élargir avec les communications électroniques. Une nomination qui ne va pas faire que des heureux après l'échec de l'application Stop Covid, la proposition de loi controversée contre la haine en ligne, ou encore son positionnement très critiqué sur le Health Data Hub. Oui, pour une partie des acteurs du numérique, c'est presque une défaite, une déception en tout cas. Oui, car beaucoup espéraient une place de choix pour le numérique dans ce remaniement, voire même un ministère dédié. Ça sera finalement le secrétariat chargé du numérique qui sera rattaché au ministère de l'économie et non au Premier ministre. On part aux États-Unis avec le projet fou d'Elon Musk, Neuralink, qui projette de créer des implants cérébraux. Neuralink, c'est la start-up d'Elon Musk, certes moins célèbre que Tesla ou SpaceX, mais qui rivalise d'ambition et d'innovation. Sa trouvaille, c'est une puce implantée par neurochirurgie afin de traiter des patients souffrant de lésions cérébrales. Mais pas que, le but de cet implant, c'est aussi de réaliser une interface cerveau-machine via Bluetooth. Alors on a entendu Elon Musk en parler, mais on en est où concrètement de ce projet ? Alors la vraie news, la vraie info, c'est qu'une conférence est prévue le 28 août prochain pour plus de détails à la fois sur le lancement et sur la commercialisation de Neuralink. Ça pourrait permettre à terme à l'homme d'agir sur les machines et les intelligences artificielles par le simple biais de la pensée.
La NBA remplit virtuellement ses gradins grâce à Microsoft Teams. Coronavirus oblige, les compétitions sportives aux États-Unis reprennent, mais sans les fans dans les gradins. La Fédération de basket américain a décidé d'y remédier en installant des écrans géants dans les tribunes. 300 visages de fans filmés en direct depuis leur domicile seront désormais projetés sur ces écrans. Pour plus de réalisme, la tête et le haut du corps seront détourés pour donner l'impression qu'ils sont installés sur des gradins. Alors, on va parler de tatouages connectés aussi. Imaginez pouvoir piloter des objets connectés ou répondre à un message grâce à de petites articulations sur les doigts. Un projet développé par des chercheurs allemands qui a intéressé le géant Google qui a décidé d'investir dans ce projet. Et comment ça marche? Eh bien, ce sont des capteurs intégrés dans de l'encre électronique qui sont suffisamment petits et flexibles pour suivre votre articulation. La peau devient un pavé tactile, ni plus ni moins. En pliant simplement le doigt, on va pouvoir par exemple éteindre ou allumer la lumière. Côté science, on peut désormais recycler le plastique à l'infini. Une équipe de chercheurs vient de mettre au point une enzyme capable de fragmenter tout type de plastique au contact de l'eau. Grâce à cette enzyme, les capacités de recyclage sont quasi infinies, car elle est même en mesure de détruire les composants de base du plastique. Le taux de dégradation est de 90% en seulement 10 heures. Merci Victoire. Guillaume de Benveniste, il y a une actu qui vous a fait réagir ces derniers jours? Alors sur Neuralink, moi j'ai compris qu'un des cas d'usage, ce serait qu'on pourrait écouter de la musique. C'est ça surtout qui vous intéresse. Ah oui, il y a d'autres choses aussi, mais voilà. Très bien. C'est l'heure de notre débat sur la course à l'intelligence artificielle. La France a-t-elle une chance d'être un leader en intelligence artificielle? Alors j'ai convié pour en parler Anne Biulac, directrice générale de Augustus Intelligence, une start-up américaine qui veut accélérer l'accès global aux technologies d'intelligence artificielle. Florian Andrianiasi, vous êtes docteur en physique de l'école Polytechnique et directeur général et cofondateur de PhD Talent. PhD Talent, c'est une plateforme qui propose aux entreprises d'accélérer leur processus d'innovation grâce aux compétences des doctorants et des jeunes docteurs. Et puis avec nous également Jean-David Benassouli, notre consultant du jour, associé en charge des activités Data Intelligence du cabinet de conseil PwC France et Maghreb. Nous ferons également appel à Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en IA, président du comité d'éthique du CNRS, professeur Sorbonne Université. Alors je voulais commencer avec vous, Anne Biulac de Augustus Intelligence. Vous êtes une ancienne du conseil en stratégie chez Roland Berger, Oliver Wyman, si je me souviens bien, et vous travaillez désormais pour une start-up américaine qui est basée à New York, qui fournit des solutions en IA. Alors, à quoi ressemble l'écosystème français par rapport à l'écosystème américain ou même chinois ? Alors, c'est un écosystème extrêmement dynamique en France, mais l'un des problèmes, c'est que souvent, on est beaucoup sur des sociétés early stage, donc plutôt au début, et que l'un des problèmes, et puis on en parlera sans doute après, c'est que justement, les Américains et les Chinois sont assez friands, en fait, de toutes les pépites, les jeunes pépites qui se développent ici, et donc, pour être un futur leader en intelligence artificielle, la France doit pouvoir garder ses talents, ses startups en France. Donc il faut qu'on vous récupère en France alors. Exactement, mais c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Florian Andrianiasi de PhD Talent, vous, il y a 10 000 chercheurs aujourd'hui, jeunes chercheurs dans votre réseau, 500 entreprises aussi qui accompagnent la croissance des activités de manière générale dans la recherche et les technologies. C'est combien de chercheurs, de jeunes docteurs en intelligence artificielle dans votre réseau? C'est à peu près 10% de notre communauté, donc à peu près 1000 doctorants et 1000 jeunes docteurs qui sont dans des disciplines associées à l'intelligence artificielle, puisque c'est quand même très large en termes de mathématiques, algorithmiques, computer vision, donc c'est extrêmement large comme discipline. Donc et vous qualifieriez cette dimension comment? C'est sous-dimensionné aujourd'hui par rapport aux besoins de la France? C'est clairement sous-dimensionné, c'est-à-dire que on a une recherche académique en intelligence artificielle qui est excellente. On a Facebook, on a Microsoft, on a IBM, on a Samsung qui installent des centres de recherche en IA en France. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas assez, des chercheurs. Et donc, l'idée, c'est finalement de former plus de chercheurs, former plus d'experts, de vrais experts qui maîtrisent les bases mathématiques et algorithmiques de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous, quand on a justement des startups early stage qui viennent nous voir pour recruter des jeunes chercheurs experts d'intelligence artificielle, on commence à avoir du mal à leur trouver les talents nécessaires. Jean-David Benassouli de PwC France et Maghreb. Alors vous, je vais vous poser la question du côté des entreprises. Est-ce qu'elles doivent maintenant, tout de suite, se lancer dans l'intelligence artificielle ?
Alors, elles doivent continuer parce que, en tout cas, pour les plus grandes entreprises, elles ont déjà démarré il y a un certain temps avec des succès relatifs. Un certain temps, c'est-à-dire? Depuis quelques années, en fait, on parle des technologies dites de données massives, de big data depuis 2012-2013, qui est globalement le carburant pour une partie des technologies d'IA, pour les algorithmes. Là, c'est vrai que depuis 3-4 ans, on voit une très forte progression. En fait, l'IA, ça donne enfin une raison d'être au big data, presque. Exactement, c'est-à-dire que les algorithmes de machine learning, on pourra en parler plus avant, ont maintenant beaucoup de carburant et on a vu d'ailleurs les technologies du cloud permettre de récolter, de stocker toutes ces données. Donc il y a énormément de carburant et donc là enfin les algorithmes peuvent travailler sur ces données. Alors que les entreprises françaises, elles ont démarré. On a plutôt commencé sur les secteurs dits B2C, clients, donc beaucoup de données clients, que ce soit les télécoms, la banque ou le commerce. Et puis on voit de plus en plus de cas d'application maintenant dans des secteurs plus industriels. Donc les entreprises, elles doivent continuer. Et elles continuent notamment avec le virage du cloud. Et elles continuent aussi, on le voit, en travaillant avec des startups. Ça, on voit beaucoup. Et puis en travaillant aussi, et ça c'est un point, je pense, où la France peut continuer à s'améliorer, avec plus de partenariats publics-privés, travaillant plus avec le lien académique, et notamment à travers de chaires, ou d'autres exemples qui permettent de faire se rejoindre, comme les États-Unis le font bien, les universités, les chercheurs et les entreprises. Alors on va en parler tout de suite avec Jean-Gabriel Ganassia, qui est chercheur en IA, qui est président du comité d'éthique du CNRS, professeur Sorbonne Université. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour, merci d'être connecté avec nous. Bonjour. Alors quels sont nos atouts et nos handicaps aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle? D'abord, on a beaucoup d'atouts qui tiennent à ce qu'il y a une formation de très grande qualité à l'intérieur des universités. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs aussi, donc tout ça forme un terreau qui est très propice au développement de l'intelligence artificielle. Alors, on a bien sûr des défauts qui sont un peu liés à nos atouts, c'est qu'on a une tradition plutôt théorique, plutôt mathématique, et il y a beaucoup moins de pragmatisme peut-être que ça existe aux États-Unis. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a le fait que l'université n'est pas aussi en symbiose avec le milieu industriel que dans d'autres pays comme les États-Unis. Donc tout ça, bien sûr, fait qu'il y a des aspects extrêmement positifs et qu'il faut essayer par différentes solutions, essayer d'amplifier cela. Alors on a du point de vue fiscal des avantages qui sont donnés, entre autres le crédit impôt recherche qui permet d'employer des ingénieurs, de leur faire des thèses entre l'université et l'industrie. Et ça, je crois qu'il faut poursuivre ça, mais il faut aussi qu'il y ait des partenariats. On a évoqué tout à l'heure les chaires et je crois que c'est extrêmement positif. Donc tout ça fait qu'il y a des aspects très positifs. Et il y a des aspects quand même qui sont peut-être moins positifs, qui tiennent au fait que lorsque des ingénieurs font une carrière dans l'industrie, en France, il y a plutôt un avantage qui va être donné aux gens qui font des carrières de gestionnaires, de management. Et je crois qu'il faut valoriser les carrières techniques dans l'industrie. Et je pense aussi qu'il faut peut-être mieux rémunérer les ingénieurs qui se lancent dans l'industrie. Et là encore, c'est certainement une faiblesse parce que ça veut dire qu'il y a un attrait moins grand pour les carrières techniques en général et en intelligence artificielle en particulier en France qu'ailleurs. Et d'ailleurs, beaucoup de nos étudiants ont comme souhait d'aller aux États-Unis parce qu'ils ont des propositions financières qui sont beaucoup plus importantes qu'en France. Alors moi j'ai deux questions suite à ce que vous venez de dire. La première, je vais accrocher tout de suite sur la question des salaires. Finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt intéressant d'avoir ce positionnement de salaire plus bas en France, puisqu'on voit arriver les Américains, les Chinois ici s'installer, parce que finalement, la matière grise est moins chère. Donc ça devient un atout finalement.
Oui, ça pourrait être un atout en sens où il dépenserait moins, mais je pense qu'en même temps, oui, il faut bien renverser les choses, hein. Il faut voir les choses d'une autre façon, c'est que nos étudiants qui veulent se lancer dans des carrières techniques sont plus, désirent plus, hein, aller à l'étranger pour beaucoup d'entre eux, hein. Et donc, je ne suis pas certain qu'à terme, ce soit extrêmement positif. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ces centres R&D en IA qui sont ouverts par les GAFAM en France? Vous pensez que c'est une opportunité justement pour garder nos jeunes chercheurs, ou au contraire là on fait un peu entrer le loup dans la bergerie? Alors, d'un côté, bien sûr, je pense que ça a un côté très très positif, mais en même temps, si on veut vraiment développer l'intelligence artificielle en France et en Europe, hein, votre titre c'est la France leader en intelligence artificielle. Pour qu'elle soit leader en intelligence artificielle, il faut qu'elle ait des sociétés qui soient à même de prendre une position dominante dans le monde en intelligence artificielle. Or, si on se contente d'accueillir, hein, des grands acteurs étrangers, la France ne sera ne sera là que pour être au service des autres, hein. Alors, c'est la France et plus généralement l'Europe. On sait, hein, et ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a aujourd'hui un lien direct entre le développement de l'intelligence artificielle et la maîtrise des grandes masses de données, ce qu'on appelle les big data. Or, aujourd'hui, hein, ces grands opérateurs sont américains, et demain ils seront, ou commencent déjà à être chinois, et c'est donc eux qui ont la maîtrise de ce qui va faire le pétrole de l'intelligence artificielle. Je crois que, là encore, hein, si on veut vraiment que la France ou l'Europe, hein, deviennent des leaders dans ce champ, il faut qu'il puisse y avoir de grands opérateurs et que ces opérateurs ne se contentent pas simplement d'utiliser nos cerveaux, nos ressources, mais qu'ils puissent eux-mêmes produire ces masses de données et exploiter ces masses de données, maîtriser ces masses de données, sinon on ne sera jamais le leader, hein, on sera simplement un opérateur, hein, qui pourra être très utile, mais qui aura une position, il sera sous domination étrangère. Oui, il faut voir si les échanges sont équitables finalement entre la participation de l'organisme public à la recherche et les travaux de ces sociétés privées. Florian Adrianasi, comment vous voyez les choses justement sur ces échanges, ces passerelles qui existent aujourd'hui entre le monde universitaire, le monde de la recherche en France et l'utilisation par les entreprises? Alors, de toute évidence, il y a encore du progrès à faire. Même si on revient d'assez loin, les choses s'améliorent assez vite en France. Donc, il y a quand même plusieurs dimensions. Il y a les dimensions de recrutement de chercheurs par les entreprises françaises. Donc là, pour l'instant, quand je dis chercheurs, je parle de docteurs, en l'occurrence, formés par la recherche. Donc là, les choses évoluent aussi. Le professeur Ganaskia parlait du crédit impôt recherche. Il se trouve que grâce au crédit impôt recherche, on peut financer entièrement le salaire d'un jeune docteur pendant 2 ans quand on fait de la R&D. Donc là, on observe que les entreprises françaises sont encore assez peu au courant de ce dispositif. Et puis, il y a un aspect de transfert de technologie aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a encore un peu de mal à transférer efficacement les technologies qui sont développées, pensées dans les laboratoires académiques, par les jeunes chercheurs, mais pas aussi par les chercheurs expérimentés. Et donc, il y a le plan Deep Tech, hein, qui a été lancé l'année dernière pour accélérer les choses. Avant ça, il y a eu les pôles de compétitivité. Il y a eu les pôles de compétitivité, il y a eu les SAT, il y a le plan Deep Tech, il y a la loi Pacte l'année dernière aussi qui permet aux chercheurs d'être encore plus impliqués dans la création de start-up. Donc les choses s'améliorent, mais on n'est pas encore au niveau des États-Unis, d'Israël, sur ce passage finalement facilité entre le monde de la recherche et le monde socio-économique. C'est un problème culturel, ou est-ce qu'on a un problème d'investissement, Anne Biolac, selon vous? On a clairement un problème d'investissement et en effet de réorientation vers les bons sujets. On le voit en Europe. Finalement, quand on regarde l'Europe au niveau global, on n'est pas si mauvais comparé aux États-Unis et à la Chine. Mais finalement, tout est fragmenté. Finalement, tout le monde refait un peu la même chose. Alors qu'on voit bien dans ces pays où les structures industrielles sont plus organisées, les investissements sont plus guidés vers tel et tel domaine. Donc là, aujourd'hui, on se
disperse finalement en Europe, alors qu'il y aurait un intérêt justement à mieux réorganiser les investissements qui, de toute façon, restent limités. Pourquoi? Parce qu'on à ce que font les GAFAM. On n'ose pas se rassembler autour de certains centres technologiques aujourd'hui. Il y a des freins à cet investissement plus global? On le sait bien, hein, l'intelligence artificielle, c'est de la donnée, on en a parlé, et aujourd'hui, on n'a pas non plus des structures de données semblables dans l'ensemble des pays européens, c'est des infrastructures. Et aujourd'hui, malheureusement, la France s'était tentée à des projets de souveraineté qui ont été un fiasco, on va le dire. Hein. Et donc aujourd'hui, on n'a pas finalement non plus les infrastructures européennes pour permettre ces partages de données. Et donc on est finalement tributaire des États-Unis par rapport à ça. C'est les talents. Et aujourd'hui, on le voit bien, hein, même si les universités commencent à collaborer, etc., c'est quand même pas à l'état qu'on peut avoir au niveau chinois ou au niveau américain. Et après, c'est les use cases. Et là, ce qu'on voit, hein, quand on avait fait une étude avec Roland Berger et France Digital, on avait très clairement vu que l'ensemble des pays européens se mettaient sur les mêmes types de verticales. Or, il y aurait sans doute intérêt à se dire que peut-être certains pays pourraient tester des verticales particulières par rapport à leur spécificité locale, pour qu'on évite justement d'avoir toujours la même chose qui est faite et tirer la richesse en fait de l'Europe. Alors là, on annonce la renomination de Cédric O en secrétaire d'État au numérique. Vous nous dites que ce n'est pas un ministère du numérique français qu'il nous faudrait, ce serait un ministère du numérique européen. Alors ça, très clairement, ou à minima franco-allemand. Moi, j'ai été une grande défensrice de l'axe franco-allemand parce que je pense que c'est autour de cet axe-là que sans doute pourront se faire un certain nombre de choses. Parce que déjà, au niveau de la data, je fais partie de la task force France Digital là, sur la data et on le dit, il faut qu'on normalise l'accès à ces données. Sinon, en effet, on sera toujours tributaire des GAFA. Jean-David Benassouli de PW France Maghreb, je voulais voir avec vous justement cette question de la gouvernance. Elle se pose au niveau des États, elle se pose au niveau aussi de l'entreprise. Quels enjeux de gouvernance pose aujourd'hui l'intelligence artificielle ? Alors en fait, c'est un sujet récurrent, la gouvernance, pour ceux qui travaillent autour de la donnée. C'est souvent des sujets où on va dire c'est la partie cachée de la donnée, mais c'est la partie qui est obligatoire. Et on voit très souvent dans les entreprises, finalement, certains échecs de cas d'usage. Et quand on remonte un peu le fil sur pourquoi ces cas d'usage, on remonte sur des sujets de qualité de données, on remonte sur des sujets de référentiel, on remonte sur des sujets finalement d'intégration, de duplication. Et quand on remonte, c'est des sujets de gouvernance. C'est-à-dire que... alors, c'est quoi le problème de gouvernance ? Le sujet de la gouvernance... Qu'est-ce qui apparaît avec la donnée ? C'est la donnée qui décide, on ne sait pas qui la possède ? Le point de la gouvernance, c'est qu'il faut s'en occuper. Il faut quelqu'un... alors, en France, alors ça vient des grandes banques américaines, on nomme et on continue de nommer des Chief Data Officers. Avec une grande partie de leur tâche, c'est s'occuper de la gouvernance de la donnée de l'entreprise. Donc c'est des référentiels, c'est des partages, c'est des sujets autour de la qualité de données qui ne sont pas les plus sexy. On parlait de cas d'usage tout à l'heure. Mais en fait, si on n'a pas une donnée de qualité, tout à l'heure on parlait de grandes bases de données, on parlait de pétrole. Si ce pétrole n'est pas raffiné, on a des problèmes derrière de cas d'usage. Donc il faut mettre en place cette gouvernance. Certaines entreprises l'ont bien compris. Alors, le monde des services financiers, lui, il l'a compris parce que d'un point de vue réglementaire, on a besoin de faire de la traçabilité et donc il est un peu obligé de travailler sur les gouvernances. Dans le monde de l'industrie des services, c'est un petit peu différent. Et donc là, aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est de s'occuper de la gouvernance, de mettre des moyens. Et là, tout à l'heure, on parlait de ROI. C'est vrai que quand on travaille sur des nettoyages de données... De retour sur investissement, l'ouverture de cette émission, oui. Exactement. Et quand on rendements financiers dans le digital, oui. Voilà. Et ces coûts de gouvernance, ces coûts de nettoyage de la donnée qui peuvent créer des poches d'OPEX, on n'aime pas ça, donc on n'aime pas vraiment s'en occuper. Or, c'est primordial de traiter ces sujets. Et donc, c'est pas un problème en soi. Le sujet, c'est de s'en occuper, d'avoir bien conscience que c'est un prérequis au cas d'usage et c'est un prérequis de l'utilisation de la donnée. Enfin là, ça ne peut pas être un sujet qu'on découvre, puisque justement, quand même, le numérique est installé dans les sociétés depuis des années, la donnée également. Il y a des modèles qui fonctionnent aux États-Unis. Pourquoi pas juste simplement les reproduire, Anne Vieulat, qu'aujourd'hui on a une longueur d'avance aux États-Unis sur ces questions ?
on est moins réglementé, mais on le voit bien, la protection des données personnelles telle qu'elle est en Europe. Mais je pense qu'il ne faut pas le considérer comme un frein, parce que justement, ce que je vois pour travailler dans une société américaine, c'est que les Américains commencent à se poser ce type de questions. Parce qu'on a été dans l'orgie, dans l'utilisation des données de chacun, comme ça, et que les gens se rendent compte aujourd'hui, les abus qu'il y a pu y avoir par rapport à ça. Ça fixe un cadre d'avoir une réglementation. Exactement. Et d'ailleurs, souvent, c'est pour ça aussi que les Américains ont bien envie de venir s'installer en Europe, parce que je pense qu'il y a une certaine maturité. Même si, en effet, on n'a pas encore tous les talents, toute l'infrastructure, etc., on a une maturité par rapport à ces questions-là de protection de données, parce qu'elles vont être essentielles. On ne pourra pas demain faire de l'intelligence artificielle en ne considérant pas l'humain, les données autour de ça. Et donc, l'Europe a donné un cadre qui est plutôt, pour moi, très, très bénéficiaire, en fait, pour ce développement-là. Mais après, on n'a pas de système de données vraiment global. Voilà, c'est autant de marchés locaux qu'il faut donc adresser, etc. Donc, qui rendent les choses plus compliquées. Exactement. C'est une taille d'échelle, un problème de structure de données qui fait que le modèle, il est entraîné sur un type de données. Et il va falloir le refaire en Allemagne et en Angleterre et un peu partout, etc. Et c'est ça aujourd'hui qui pose un vrai souci. Si je peux ajouter, je pense que comme vous le disiez, l'Europe et la France Jean-David Benassouli, peuvent être leaders sur ces sujets de l'IA responsable. Voilà, plus largement, donc des sujets autour de l'éthique. Mais alors aussi ça, on le dit beaucoup, mais il ne suffit pas de penser l'IA. À un moment, il faut le faire. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que, et c'est un petit peu compliqué au niveau européen, il y a un certain nombre de groupes de travail. D'ailleurs, certains travaillent sur les mêmes problématiques, que ce soit à l'UNESCO, que ce soit à Bruxelles, ou des entreprises comme Impactia, dont on fait partie, qui est l'idée par Microsoft. Mais en tout cas, les réflexions, elles sont là. Travailler autour des biais, travailler autour, finalement, d'une IA responsable humaine. Et ça, avec le développement des algorithmes qui sont de plus en plus automatiques, c'est un sujet sur lequel la France et l'Europe peuvent être leaders aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que les Américains, que les GAFA viennent aussi chez nous. Florian Andrianasi, quels sont les profils qui sont particulièrement recherchés par les entreprises aujourd'hui, parmi les jeunes docteurs que vous avez dans le réseau PhD Talent? On peut séparer en deux types de profils. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont penser l'IA, c'est-à-dire que développer les algorithmes. Donc eux, ce sont des vrais experts de l'IA, donc qui sont des jeunes chercheurs en intelligence artificielle, en mathématiques, en algorithmique, en informatique. Et il y a ceux qui vont pouvoir justement utiliser les outils développés par les premiers et donc les mettre en production, être data manager, etc. Donc ça peut être des gens qui, par exemple, ont effectué des thèses, alors je parle beaucoup des docteurs évidemment, mais qui ont effectué des thèses sur des disciplines où on utilise beaucoup de données. Ça peut être la bioinformatique, ça peut être la physique des particules, ça peut être l'astrophysique par exemple, où on retrouve par exemple beaucoup de docteurs de ces disciplines-là qui font de l'intelligence artificielle, en tout cas qui utilisent l'intelligence artificielle dans les startups qui sont clientes de PhD Talent. Et alors, on parlait des salaires avec Jean-Gabriel Ganassia. Est-ce que effectivement, vous constatez une attraction des États-Unis pour les jeunes chercheurs? C'est vraiment quelque chose qui les attire parce qu'il y a des salaires plus importants et les entreprises françaises n'investissent pas assez en R&D? C'est ça le constat? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Dans le sens où tout le monde n'a pas envie de partir aux États-Unis parce que quand on est jeune chercheur à 30 ans et donc on veut construire une vie de famille parfois en France et du coup on reste en France. Et force est de constater que même si les niveaux de salaire sont quand même inférieurs à ceux qui sont proposés aux États-Unis, on assiste quand même à une flambée des salaires en France justement sur les ingénieurs et chercheurs en IA. J'ai pu observer des salaires très élevés dans des startups early stage, justement, qui n'étaient pas tout à fait raisonnables par rapport au marché de l'emploi en France. Alors, tant mieux pour ceux qui sont concernés par ces salaires-là, mais on assiste quand même à une flambée des salaires en France. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'investissement en recherche et développement des entreprises françaises. Oui, alors la deuxième chose, c'est que la R&D en France,
les niveaux d'investissement sont conséquents, certes, mais ils restent très inférieurs à ce qu'on peut observer dans d'autres pays, que ce soit déjà au niveau global, en pourcentage du PIB, par exemple. Quand on voit, par exemple, qu'Amazon dépense 20 milliards de dollars par an en R&D, alors que la première entreprise française en termes de dépenses de R&D, c'est Sanofi qui est en dessous des 7 milliards, il me semble, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'il y a un gap qu'il faut rattraper. Et pourtant, comme le disait le professeur Ganassia, on a des dispositifs fiscaux en France qui font que c'est pas très cher de faire de la R&D en France. Jean-Gabriel Ganassia, je me demandais si vous aviez une explication à notre talent. Comment expliquer qu'on ait autant de talent en intelligence artificielle en France ? L'explication, je crois qu'elle est assez simple. Elle tient au fait qu'il y a une formation mathématique de qualité et puis qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France. Donc, ce qui fait qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, un terreau qui est extrêmement favorable à l'intelligence artificielle. Mais je crois qu'il y a deux défauts dont on souffre. Le premier, ça a été dit tout à l'heure, c'est que l'Europe est trop fragmentée et que, bien sûr, si l'on veut pouvoir acquérir des très grande masse de données, il faut que cela puisse être à la dimension de l'ensemble du continent. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, 300 millions d'habitants, et puisque d'autres pays qui utilisent les outils américains, c'est ce qui se passe en Chine. Et je crois que l'ouverture aujourd'hui viendrait de cette possibilité d'avoir des acteurs à l'échelle européenne. Je crois que c'est vraiment central. Ça a été dit tout à l'heure, et ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième point qui est important. On a parlé de l'IA responsable, effectivement. L'Europe est très consciente des problèmes que peut poser le développement de l'intelligence artificielle pour la vie privée, pour la protection de l'individu, pour les libertés. Mais je crois qu'il faut aussi, surtout en France, qu'il y ait dans la population un désir, un rêve d'intelligence artificielle. Il me semble que aux États-Unis, de par leur tradition, il y a toujours une vision favorable. La technologie est vue de façon positive. De même, en Chine, il y a une très grande aspiration de l'ensemble de la population parce que beaucoup sentent que ces technologies sont extrêmement positives pour la population, pour le développement économique de ces pays. Or, en Europe, il y a une certaine frilosité, il y a une certaine inquiétude et je crois que ce qu'il faudrait, c'est redonner cet espoir, montrer que l'intelligence artificielle, c'est pas simplement le développement de l'économique, c'est pas une crainte, c'est pas une peur, c'est pas simplement les armes autonomes ou les voitures qui sans conducteur, mais que c'est aussi beaucoup de possibilités nouvelles, des progrès dans le domaine scientifique, c'est des possibilités dans le secteur de la santé et que tout ça, c'est quelque chose qui est souhaitable, qui est désirable pour le futur. Si je vous demandais de mettre plein de paramètres comme ça, tous ceux que vous nous avez cités, et de faire tourner un algorithme qui devrait nous répondre sur notre chance d'être leader en IA en France, quel serait le résultat, Jean-Gabriel Ganassia ? Alors, moi, je crois vraiment que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que dans l'ensemble de la population, il y ait une aspiration que la technologie ne soit pas vue comme quelque chose de négatif, mais qu'au contraire, il y ait le désir de développer tout cela et que ce soit vu de façon positive. Et c'est vrai que quand on discute, quand on est interrogé par un certain nombre de gens dans ce pays, il y a une certaine frilosité. C'est la même chose en Europe. Vous avez eu ce livre blanc sur l'intelligence artificielle qui nous parle essentiellement de toutes les limites qu'il faut imposer à ces technologies. Et c'est vrai, bien sûr, qu'il faut être responsable, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Et puis, il faut aussi miser plus. On a dit tout à l'heure que les montants en recherche et développement qui étaient mis à la fois aux États-Unis et en Chine sont très conséquents. Alors, on nous a dit qu'on allait avoir une très grande politique de développement en intelligence artificielle en Europe, et quand on regarde les chiffres, quand on compare ce qui était mis en jeu comme somme d'argent, on voit que c'est 10 fois moins que ce qui est mis en Chine ou aux États-Unis, et donc ce sont des ordres de grandeur qui sont bien inférieurs, et là je crois qu'il faut vraiment que l'on puisse aller au-delà, et pour ça je crois qu'il faut que l'ensemble de la population ait plus confiance dans les possibilités
possibilités de l'intelligence artificielle. Merci Jean-Gabriel Ganassia. On laisse tourner l'algorithme pour avoir la réponse plus tard, sans doute. Sur notre chance d'être leader, une volonté en tout cas politique et une stratégie européenne sont appelés des vœux de tous nos invités. Merci beaucoup. On passe au Zoom Express. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech avec nous Anne Biulac de Augustus Intelligence, Florian Adrianasi de PhD Talent et Jean-David Benassouli de PwC France et Maghreb. Et puis nous sommes aussi en ligne avec Jérémy Ladoux de Nautic Spot. Alors ça va être un Zoom Express, je disais, très vacancier puisqu'on va parler d'une nouvelle génération de pontons, de capitainerie et de marina. Expliquez-nous ce que les vacanciers vont découvrir cet été comme nouveauté dans les ports. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les ports de plaisance, certaines tâches de leur gestion opérationnelle est encore manuelle et chronophage. On doit réaliser un inventaire des places libres et occupées aujourd'hui manuellement, physiquement sur les pontons. Et ce que nous proposons aujourd'hui à Nautic Spot, c'est des solutions connectées pour les ports de plaisance à travers 2 catégories de produits. Donc une solution de supervision des emplacements en temps réel. Donc pour faire simple, c'est des petits capteurs qui sont comme dans les parkings posés sur les pontons ou dans les bouées de mouillage. Donc c'est des bouées de parking à l'extérieur du port pour justement donner cette supervision de l'occupation à l'intérieur et à l'extérieur des ports. Et aujourd'hui, les ports sont en train de basculer dans une transition numérique et on les accompagne. Donc notre deuxième solution a une approche servicielle où on met en place une application mobile pour fournir des services aux plaisanciers, mais pas que, également aux résidents, aux professionnels, aux piétons qui évoluent sur le port. Donc avec différents services, la météo marine locale, les accès aux caméras, on peut signaler nos sorties, également un module de déclaration d'incidents, le fameux waste portuaire, et toute une approche de service pour faire le lien avec tous les acteurs qui évoluent sur le port. En fait, on rattrape un peu notre retard dans ce domaine en connectant enfin les ports de plaisance. Il y a combien de ports équipés aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, le marché français, c'est 500 ports et actuellement, on a équipé depuis 3 ans 40 ports. Donc aussi bien en PACA, Méditerranée, qu'en Atlantique et également en Bretagne et Normandie, avec un premier port aussi en Espagne, donc premier pas vers l'international. Et on avait pour projet de faire 50 ports cette année, donc je pense que sera réalisé. L'année prochaine, on tente d'acquérir 100 ports partenaires et 200 ports pour l'année suivante. Bon, ce sont de belles ambitions. Jérémy Ladoux de Nautic Sport, merci beaucoup. Après la mer, on va enchaîner avec les marais et le biomimétisme. Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain? Alors les plus fidèles de l'émission savent que cette séquence sur le biomimétisme est unique en son genre. C'est une des trouvailles dont je suis très fière et tout est parti de ma rencontre avec Sidney Rostand, qui est PDG fondateur de Bioxégie. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir 2 nouveaux exemples de génie de la nature qui inspirent les chercheurs. D'abord la mangrove, parce que hier, alors tout le monde ne le sait pas, mais c'était la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove. C'est ça. Il y a énormément de mangroves, en fait, on les retrouve finalement dans la chaîne tropicale et tout dans l'hémisphère sud. On entend beaucoup parler dans les médias des écosystèmes comme les forêts tropicales, les barrières de corail, etc. Beaucoup moins des mangroves. Or, les mangroves ont une importance capitale en fait dans la stabilisation du climat et dans la biodiversité. Donc, je me suis dit que c'était une bonne chose de pouvoir en reparler. Il faut savoir que déjà, elles ont des capacités. C'est des nurseries en fait pour poissons. Vous pouvez trouver jusqu'à 400 kg de poissons en 1 mètre cube d'eau. Donc, c'est très 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 dense. Et puis après, évidemment, vous avez cette capacité de résilience. Donc, elles viennent stabiliser les zones côtières, ce qui permet après des cyclones, après des inondations, etc., de retrouver très rapidement une stabilité. En plus de ça, et ça c'est la chose la plus importante, en matière de combat climatique, elles ont une importance insoupçonnée, c'est-à-dire qu'elles sont capables de stocker 1000 tonnes de CO2 par an, par hectare. Donc c'est très dense comparé à environ 100 tonnes pour une forêt française normale. Donc c'est 10 fois plus.
Donc on a une perte des mangroves à l'échelle internationale qui est complètement dramatique. On a perdu 45% des mangroves en l'espace de 20 ans. Donc déjà là, je voulais parler de ce sujet-là parce que je pense qu'il est important de pouvoir sensibiliser à l'importance de ces écosystèmes-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un intérêt finalement aussi biomimétique, c'est pour ça que je suis là. Donc c'est-à-dire qu'on peut s'en inspirer technologiquement. Pourquoi ? Pour sa résilience ? Pour le dessalement en fait. Alors le dessalement, c'est une question future qui est très importante. Compte tenu des changements climatiques, il y a énormément de pays qui vont de plus en plus faire appel au dessalement, donc à des usines de dessalement. On pense aux pays du Golfe, mais il y a aussi toute l'Afrique de l'Ouest, etc. Ça représente 16 000 unités dans le monde. C'est des millions de mètres cubes d'eau qui sont créés chaque jour. Et ça, c'est un impact écologique qui est très fort. Vous aviez un rapport des Nations Unies l'année dernière qui indiquait que vous avez des saumures, en fait, c'est des boues saumâtres qui sont rejetées pour 1 litre d'eau créée. Vous rejetez 1,5 litre de saumure. Et ça détruit complètement les écosystèmes côtiers. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire autrement qu'avec de la chimie ? Eh bien, c'est là où il y a un des arbres présent dans la mangrove qui est très intéressant, ce qu'on appelle le palétuvier. Le palétuvier est emblématique en gros des mangroves, vous voyez très bien, c'est cet arbre en fait sur échasse qui vient plonger ses racines dans l'eau et puis après dans le sol. Eh bien, comment est-ce qu'il fait pour aller tout simplement chercher de l'eau douce? Contrairement aux arbres normaux, lui, il est dans de l'eau salée. Mais il a une technique de désalinisation ultra pointue qui consiste à faire ce qu'on appelle de l'osmose inverse. C'est-à-dire que, je vais essayer de le simplifier, dans les racines, vous avez un système de dépression, donc la sous-pression qui va attirer l'eau au travers de filtres qu'on appelle des aquaporines. C'est des membranes qui viennent juste laisser passer les molécules d'eau et non pas tout le reste, donc les ions, etc., tout le soluté finalement. C'est ça qui vient dessaler l'eau. Et après, par capillarité, ça remonte dans le tronc et ça va jusqu'aux feuilles. Et bien ça a inspiré des universitaires à Yale, donc c'est aux États-Unis, pour une technologie justement qui pourrait remplacer la chimie dans les unités de dessalement, qui reprend ce même principe que la mangrove. D'ailleurs, ils appellent ça une mangrove artificielle. Donc vous avez une pompe, c'est de la microfluidique, donc c'est de la technologie de pointe, qui vient créer une sous-pression, donc tirer l'eau salée. Ensuite, par des membranes, donc eux, ils remplacent les aquaporines naturelles par des membranes filtrantes, vient enlever finalement les ions, donc vient enlever le sel de l'eau, et puis après, par capillarité, ça remonte dans un bac de récupération. C'est comme ça que la mangrove peut inspirer le futur de la désalinisation dans le monde. On n'a plus beaucoup de temps pour parler du deuxième exemple, c'est les coquilles Saint-Jacques qui pourraient nous aider à délivrer des médicaments dans le sang. Oui, ça c'est assez intéressant. Les coquilles Saint-Jacques, c'est un mollusque bivalve, donc je fais simple, c'est avec tout simplement 2 parties qui se referment. Et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est très mobile. Donc c'est-à-dire qu'elle va bouger au long de sa vie. Et ça marche en fait par ce qu'on appelle de l'hydropropulsion, c'est-à-dire qu'elle vient claquer ses valves, ça lui permet de bouger. Et elle le fait de façon très sophistiquée puisqu'elle est experte en mécanique des fluides. Il faut qu'elle comprenne en fait le rythme pour avancer, sinon elle fait du surplace. Ça inspire des technologies de pointe en médecine. Moi, ça m'a assez surpris quand j'ai découvert ça. Ils ont créé des robots, des micro-robots, donc on est à des échelles très fines, qui viennent entrer dans des fluides corporels, y compris dans les yeux par exemple, délivrer des médicaments à des points très précis. Et pour éviter qu'il y ait un moteur, que ce soit qu'il y ait plein de composants de ce micro-robot qui puissent casser, ils ont repris ce système-là donc avec des aimants qui viennent claquer et ils prennent en fait exemple du rythme de claquement, du rythme des bonds de la coquille Saint-Jacques pour déplacer ce robot-là dans tous les fluides corporels. Et c'est du calcul très, très fin parce qu'il faut comprendre la viscosité des différents fluides dans lesquels on avance. Et c'est ce que fait la coquille Saint-Jacques. Donc c'est une belle technologie d'avenir en médecine. Très impressionnant et passionnant. Merci beaucoup Sidney Rostand de Bioxégie. Merci à tous. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On termine avec le Lab Startup et 4 jeunes pousses innovantes. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.